meilleurs. Tous sont meilleurs. C'est une émission qui accompagne les enfants à exprimer leur plein potentiel. Tous sont meilleurs aide les parents à mieux connaître leur rôle dans le suivi et l'accompagnement des enfants. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce premier numéro de votre émission Tous sont meilleurs. Comme vous le savez, l'éducation est un droit humain et une force pour le développement durable et la paix. Chaque objectif de l'agenda 2030 a besoin d'éducation pour doter tous les individus des connaissances, des compétences et des valeurs nécessaires pour leur permettre de vivre dans la dignité, de se construire une vie et de contribuer au développement de leur société. L'objectif de développement durable, ODD 4 de l'agenda 2030, qui constitue la synthèse des ambitions concernant l'éducation, vise à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et à promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Aujourd'hui encore, plus de 262 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas encore scolarisés. 6 enfants sur 10 n'acquièrent toujours pas, après leurs premières années d'études, les compétences de base en lecture, en écriture et en calcul. En Afrique et au Bénin, la situation n'est pas plus reluisante. Beaucoup d'enfants échouent parce que n'ayant pas bénéficié de l'accompagnement adéquat. En effet, beaucoup d'enseignants et même de parents s'empressent de stigmatiser certains enfants qui présentent quelques difficultés d'assimilation. Ils les jugent de tarés, d'incapables. Souvent, les traitements réservés à ces enfants sont très nuisibles à leur développement psycho-affectif et érigent dans leur esprit des barrières comme quoi ils sont des incapables, ils sont des échecs. C'est, mesdames et messieurs, dans ce contexte, chers auditeurs, que votre émission Tous sont meilleurs a été mise en place. L'objectif, c'est d'accompagner les enfants, tous autant qu'ils sont, à exprimer leur plein potentiel sur le plan scolaire, mais aussi sur le plan non scolaire. C'est aussi pour aider les parents à mieux connaître leur rôle dans le suivi et l'accompagnement de leurs enfants. C'est aussi pour aider les enseignants à jouer plus efficacement leur rôle dans la construction des savoirs et le développement des compétences et aptitudes chez les enfants. Nous espérons qu'avec les différents numéros de cette émission qui aura lieu tous les mercredis de 15h à 16h sur votre radio, les apprenants seront plus outillés pour apprendre et développer les compétences nécessaires à leur développement psychologique, à leur développement affectif, mais aussi pour développer les capacités dont ils ont besoin pour contribuer à l'épanouissement de la société. Nous pensons aider davantage les parents, les informer sur leur rôle. Nous espérons qu'avec nos émissions aussi, les enfants seront mieux accompagnés dans les écoles pour le développement de leur plein potentiel. Voilà l'idée de votre émission Tous sont meilleurs. Tous sont meilleurs, c'est pour redonner vie à vos enfants, pour redonner vie à ces enfants qu'on a déjà stigmatisés, pour redonner espoir à ces parents qui se désolent de la situation de leurs enfants. C'est surtout aussi pour encourager, donner un coup de pouce à ces enseignants qui inlassablement travaillent à l'éducation des enfants. Notre premier numéro, c'est dans quelques instants. Bon retour sur le plateau.
Pour le premier numéro de votre émission Tous sont meilleurs, nous abordons les causes de l'échec des enfants sur le plan scolaire. Je rappelle avant de continuer que cette émission est interactive et que d'ici à là, l'antenne vous sera ouverte pour poser vos différentes préoccupations. Pour ce premier numéro de Tous sont meilleurs, je reçois pour vous Meda Doyon. Il est psychopédagogue. Meda Doyon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Prudence Akondé. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Merci de m'avoir invité aussi. Nous constatons que après chaque rentrée scolaire, à la fin de chaque rentrée scolaire, il y a des apprenants qui ne valident pas les moyennes requises pour passer en année supérieure. Nous constatons aussi que pour les examens, les différents examens, nous n'avons jamais eu au plan national un taux de réussite de 100%. Et je voudrais, avant de continuer, vous demander, pour vous, qu'est-ce que l'échec sur le plan scolaire? Oui, merci, monsieur Prudence. Oui, on peut dire l'échec sur le plan scolaire, c'est le fait de ne pas réunir la moyenne requise pour pouvoir passer à une classe supérieure. Donc c'est l'échec, c'est-à-dire l'enfant n'a pas quitté une classe vers une autre qui est supérieure. Donc on voit que c'est l'échec. Donc si on peut résumer en quelque sorte ce qu'on appelle l'échec sur le plan scolaire. Ça. Mais qu'est-ce qui fait que dans une même classe, des gens peuvent avoir la possibilité de réunir la moyenne pour passer dans une classe supérieure alors que d'autres n'y arrivent pas? Oui, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs facteurs Allez-y. Qui impactent sur le résultat. Parce que souvent les gens ont tendance à dire un enfant qui n'est pas meilleur en classe est taré. Vous avez déjà songé dans votre introduction maintenant. Est taré. Or, c'est au fait une mauvaise compréhension des choses. D'accord. Parce qu'un enfant a toutes les capacités pour pouvoir être à un sommet lorsqu'on le suit réellement. Donc, il y a plusieurs facteurs. D'abord, tout enfant est intelligent. Tout enfant est intelligent. Tout enfant. C'est vous qui le dites. Oui. Tous les enfants sont intelligents. Tout enfant sont intelligents. Donc, même les enfants qui n'arrivent pas à réunir sur 10 une moyenne de 8 sont aussi, on peut aussi dire qu'ils sont intelligents. Oui, c'est vraiment très bien d'aborder ce pan-là. Parce que si un enfant n'évolue pas sur le plan scolaire, on croit que l'enfant ne vaut rien, même dans la société. Donc, lorsqu'un enfant n'arrive pas à réunir une moyenne, il faut chercher pourquoi cet enfant n'excelle pas en classe. Maintenant, lorsqu'on parle d'intelligence, il y a plusieurs paramètres aussi qu'on peut aborder, plusieurs facteurs. Parce que sur le plan scolaire, il y a quelque chose qu'on appelle mémoire. Or, la mémoire de rétention n'est pas la même chez tous les enfants. Donc, pour aider les auditeurs et les auditrices à mieux nous suivre, pour vous, le premier paramètre qui explique que certains peuvent échouer, c'est ça, alors qu'on peut considérer que d'autres réussissent, oui. C'est la différence de mémoire. Oui, c'est-à-dire la mémoire de rétention. Quand nous prenons les enfants dans une classe, il y a certains qui comprennent aussitôt lorsque l'enseignant déroule son aptitude pédagogique. Quand l'enseignant déroule son cours, il y a des enfants qui captent en même temps. Et ces enfants n'ont plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir comprendre après. Mais il y en a d'autres qui doivent faire un peu d'effort. Cela ne veut pas dire que ces enfants sont tarés. Okay. Un peu d'effort, parce que ce que le maître a dit,
selon les intelligences, parce que si on va aborder les différentes sortes d'intelligence, il y a l'intelligence mathématique, l'intelligence linguistique, l'intelligence dans diverses... Nous aurons l'occasion d'aborder. Donc, si l'enfant n'arrive pas à comprendre sur le champ au moment où l'enseignant déroulait son cours, cela ne veut pas dire que cet enfant est nul. Du moins ça. Il y a d'autres, même en classe, ne va rien piper. Et c'est en réunissant les conditions d'assimilation. Parce que chaque enfant a ses conditions d'assimilation. Et plusieurs paramètres aussi quittent la maison pour accompagner l'enfant. Donc, si moi je comprends bien, il y a des paramètres qui peuvent expliquer l'échec au niveau de l'enfant. En fait, des paramètres au niveau de l'enfant qui peuvent expliquer l'échec, des paramètres au niveau de l'école qui peuvent exprimer l'échec, mais aussi des paramètres liés à la maison qui peuvent expliquer l'échec. Mais si on allait pas à pas, au niveau de l'école, par exemple, qu'est-ce qui peut amener, en fait, qu'est-ce qui peut être à la base de l'échec d'un enfant? Et au niveau de l'école, premièrement, on peut dire, d'abord, si un enfant a d'antipathie directe, si je dis antipathie, lorsqu'il a vu l'enseignant à première vue, ne l'aime pas, vous êtes d'accord avec moi que tout ce que cet enseignant va dire ne va pas être assimilé. Mais comment l'enseignant fera pour se faire aimer la première vue? Ce n'est pas la faute à l'enseignant. L'enseignant joue pleinement son rôle. Oui. Maintenant, s'il y a un bon accompagnement depuis la maison, les parents sauront comment cadrer. Parce qu'on peut voir quelqu'un à première vue et la personne ne vous plaît pas. Là, il faut faire un travail par rapport à ça pour pouvoir accepter cette personne-là. Donc, ça se passe au niveau des enfants aussi. Il y a ça là au niveau des enfants. Et vous allez constater que si nous prenons les collèges, il y a plusieurs professeurs qui passent. Oui. Un enfant qui déteste un professeur, la majorité qui déteste un professeur, n'excelle pas à un niveau donné normalement lorsqu'il va aimer ce professeur. Parce que en détestant ce professeur, ce que le professeur dit, même si le professeur dit vrai, toi tu vas prendre ça comme le contraire et prendre ce que tu veux dedans. Or, si tu aimes la personne, tout ce que la personne dit, c'est la parole d'évangile. C'est une forme d'assimilation. Ce que vous dites me rappelle ces camarades qui disent que s'ils ne travaillent pas en anglais, c'est parce qu'ils n'ont pas, en fait, ils n'aimaient pas la tête du professeur d'anglais. Je n'avais jamais cru en ces paroles. Oui, il y a beaucoup de choses que nous ignorons et qui font que les enfants ne donnent pas le résultat escompté. Les résultats escomptés à l'école. C'est-à-dire, ce paramètre-là, c'est un paramètre où c'est les parents qui doivent déceler. D'abord. Et de plus, un bon pédagogue doit aussi déceler cela et doit se faire aimer par ses apprenants, même s'il y a une rigueur. Il y a des enseignants rigoureux qui sont aimés par leurs apprenants parce que un enfant qui sait pourquoi on l'a puni par rapport à ça ne va pas dramatiser l'effet de la punition sur lui. Parce que le fait de dramatiser l'effet de la punition sur lui, ça le met à un état où il met une barrière par rapport à l'apprentissage qui doit se passer entre cet enseignant et lui. Donc, à l'école, les punitions incomprises par les apprenants, les punitions injustifiées ou trop rigoureuses, trop rigides, participent à l'échec des enfants? Oui, les punitions participent à l'échec de certains enfants. De certains? Oui. Ok. De certains enfants. Mais pourquoi on va punir un lot, par exemple, d'enfants? Nous n'avons pas la même personnalité. Il y a des enfants qui ont peur d'être tapé. Là, cet enfant
qui a peur d'être tapé va se mettre à chaud là pour ne pas subir cette punition. Il y a d'autres enfants, même lorsque vous allez les taper, ça ne va donner aucun résultat parce que son cerveau est déjà formaté sur ça là. Donc, tous ces paramètres-là, l'enseignant doit essayer, parce que ce n'est pas facile. Si on reste à l'écart, on parle et on ne vit pas l'expérience, ce n'est pas facile de déceler les paramètres qui tournent autour de chaque enfant. Donc, les enseignants sont à féliciter. J'allais même venir à cette question-là. Comment l'enseignant peut déceler ces paramètres-là chez 40-50 enfants? Oui, c'est ce que nous vivons, pratiquement au Bénin, parce que c'est le cas de Bénin que moi je connais, et où même dans les écoles publiques, il y a 50, 60, 80 même. Là, oui. On réclame quel rendement à cet enseignant. L'effectif pléthorique est aussi l'un des facteurs d'échec. L'effectif pléthorique, c'est l'un des facteurs et qui engendre l'échec sur le plan scolaire. Parce que cet enseignant ne peut pas déceler la personnalité de chaque enfant qui passe qui est dans sa classe. Et là, c'est déjà un problème. Maintenant, et les parents, venons au niveau des parents. Oui, les parents, depuis la maison, il y a certains comportements que l'enfant développe à la maison. Donc, ces comportements, les parents savent ça. Et l'enfant va encore développer autre comportement à l'école. Mais si les parents ne s'impliquent pas à ce qui se passe à l'école, du retour de l'école, ne demandent pas à cet enfant le résumé, parce que tout ça fait partie du rôle que chaque parent doit jouer. Ce n'est pas j'ai du mal à constater aujourd'hui que nous sommes dans un système où quand on a un enfant, on prend un répétiteur et l'enfant est habitué au répétiteur. L'enfant est habitué au répétiteur, on met tout sous le dos du répétiteur. Ça là, c'est une erreur grave. Oui, mais en fait, on a payé le répétiteur pour qu'il puisse faire son travail, n'est-ce pas? Oui, le répétiteur est payé, mais le rôle du répétiteur est limité. À quoi? Le rôle du répétiteur est limité. Le répétiteur est là pour aider l'enfant à assimiler ce qu'il n'a pas pu assimiler en classe. Oui. Si lui aussi il échoue, ça veut dire que, en fait, lui au moins pour lui, il y a déjà eu un travail préalable depuis l'école. Et lui n'a qu'un seul enfant devant lui. Pourquoi, en fait, lui, son rôle devrait être encore limité dans la réussite de l'enfant? On va analyser profondément ce côté-là, vous allez voir. Le répétiteur est là pour aider l'enfant à bien assimiler ce qu'il a appris à l'école. On dit répétiteur, il vient répéter. Pas il vient apprendre encore, il vient répéter. Et ce que l'enfant n'avait pas compris à l'école doit être compris à la maison. Maintenant, le répétiteur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous prenez le répétiteur va à la maison. L'enseignant de l'école lui donne des exercices. Le répétiteur est censé de faire ces exercices-là avec l'apprenant. Oui. Maintenant, le temps que le répétiteur va passer et le nombre d'exercices donnés va l'occuper à faire ce travail-là. Du moins, l'enfant qui a commencé à partir de juste au CM2 au collège doit arriver à apprendre les leçons. L'exercice donné, le répétiteur va finir, qui va apprendre la leçon à la place de l'apprenant. Ce n'est pas le répétiteur, c'est l'apprenant qui va apprendre et réciter. Le temps passe, les parents savent qu'ils ont pris répétiteur est venu travailler. On vient à la maison, demande, vous avez travaillé, il est venu, vous avez fait les choses. Il restait les exercices. J'ai rencontré ces cas-là dans beaucoup de maisons. Beaucoup, et ça se passe encore actuellement dans beaucoup de maisons. Au lieu de responsabiliser l'enfant, et qui responsabilise l'enfant? Le répétiteur. Bien vrai, vous avez pris le répétiteur. Le répétiteur doit responsabiliser l'enfant. Avant que je n'arrête, tu dois faire telle chose. Les parents aussi doivent responsabiliser l'enfant. Et doivent nécessairement, quotidiennement jouer leur rôle. Aujourd'hui, on ne constate pas que les parents jouent leur rôle parce que tout le monde court.
tout le monde court. Moi-même, je suis dedans. Oui, mais il faut courir. Il faut courir, même à distance, vous pouvez jouer votre rôle. À distance, il y a WhatsApp, il y a tout là. Les WhatsApp là, c'est venu même pour pouvoir aider vos enfants si vous êtes occupé. Parce que vous pouvez faire les trucs en vidéo, tout, pour suivre vos enfants. Mais aujourd'hui, on ne constate pas ça. C'est-à-dire, on aime accuser les enseignants et les apprenants et autres. Il faut un accompagnement, il faut jouer un rôle juste à fond pour pouvoir déceler le nœud qui fait que votre enfant n'évolue pas à l'école. Je rappelle que nous sommes sur le premier numéro de notre émission Tous sont meilleurs, et pour ce premier numéro, nous abordons les causes de l'échec des enfants sur le plan scolaire. Tout à l'heure, Monsieur Médard Doyon, vous étiez en train d'expliquer que les enseignants ont une responsabilité, les parents ont une responsabilité, mais est-ce que la société elle-même a une responsabilité dans l'échec des enfants? Oui, la société, si on dit la société, il y a les parents. La société même a une responsabilité. Par exemple, il y a des... En fait, je veux parler, quand je parle de l'environnement, quels sont les environnements qui peuvent être facteurs d'échec pour les enfants? L'environnement qui constitue le facteur d'échec pour les enfants, c'est un environnement où rien n'est suivi. Si je dis rien n'est suivi, par exemple, je donne un exemple, et l'enfant qui vit dans une zone où de son retour de l'école, c'est rien que des jeux, les parents ne suivent rien là. Ces jeux, et ce n'est pas des jeux ludiques qui développent l'intelligence des enfants. Il y a tout ça là que nous ignorons. Il y a aussi un facteur, si je vais faire partie de trucs là, la motivation. C'est la motivation qu'on doit plus aborder. Parce que la motivation d'un enfant X est différente de la motivation d'un enfant Y. Donc si un enfant n'est pas motivé par rapport à ce qu'il veut faire, l'enfant ne va pas se donner. Je donne un exemple. Allez-y. L'enseignant donne des exercices. L'enfant qui vient faire l'exercice parce qu'on lui a donné des exercices et ne voit pas pourquoi on lui a donné l'exercice, cet enfant n'est pas motivé. L'enfant, certes, va faire l'exercice, mais il fait l'exercice parce qu'on lui a demandé de faire l'exercice. Mais tous, quand nous étions des enfants, bon, on allait à l'école parce qu'on nous demandait d'aller à l'école. Et on faisait les exercices, en tout cas moi, et le cours primaire, bon, je faisais parce qu'on me demandait de faire. Mais ça n'a pas empêché les gens de... Oui, au cours primaire, on peut comprendre parce que l'enfant n'a pas encore développé les aptitudes pour pouvoir se donner des exercices soi-même. Il y a certains même. Il y a des enfants, si les parents sont à l'écoute, ils vont constater qu'il y a certains enfants du retour de leur école. Et papa, maman, on a fait ci, on a fait... Je parle du primaire. Oui. On a fait ci, on a fait ça. Et là... Ce que l'enfant a fait à l'école, l'enfant répète même sans que les parents ne fassent ça, parce que cet enfant a une aptitude pour pouvoir aller au-delà de ce que l'enseignant a fait à l'école. Donc, il y a ça. Lorsque nous entrons dans les collèges et les étudiants, si nous entrons dans les collèges, on vous donne des exercices et tu t'arrêtes simplement sur cet exercice-là. Tu finis l'exercice donné et tu n'arrives pas à aborder d'autres pans d'exercice parce qu'on ne vous a pas donné. Est-ce qu'il y a une motivation par rapport à ça? En fait, il y a d'autres matières à apprendre. Donc, quand on laisse ça, ce n'est pas parce que... Bon, pour moi, ça peut ne pas signifier la démotivation. Ça peut être juste que en fait, le temps ne suffit pas pour aller faire d'autres exercices. Oui, le temps, il y a toujours le temps. Tout est affaire de planification. Il y a toujours le temps. Quoi qu'en soit, dans quelle classe vous êtes là, il y a toujours le temps. Il suffit de planifier. Si vous planifiez, vous allez trouver le temps pour faire d'autres exercices en dehors de ce que votre professeur, bien votre enseignant vous a donné. Il y a ça. Donc, il y a ce côté-là. Donc, ce n'est pas que
le temps. Non. Tout à l'heure, je le souligne à nouveau, nous allons donner la parole à vous, auditeurs et auditrices, pour exposer vos différentes préoccupations. Mais pour le moment, nous continuons avec notre invité, Médard Toyon. S'il vous plaît, est-ce que c'est réel que des enfants aient des déficits sur le plan mental, qui soient à la base de leur échec? Oui. Et il arrive qu'ils ne sont pas nombreux et on peut appeler un retard mental. C'est un retard. Et là, il faut un accompagnement. D'abord, et au début, j'avais dit que les enfants, tout enfant est intelligent. Oui. Donc, oui. On ne doit pas écarter un enfant de que toi, tu n'es pas intelligent. Donc, tout enfant est intelligent. Maintenant, le déficit là, dont on parle là, c'est-à-dire, il y a des enfants qui assimilent vite. Ce n'est pas un défaut. Parce que c'est ce que la nature lui a tracé pour pouvoir comprendre. Quand vous entrez dans ce côté-là, il se donne. Si vous entrez dans le côté d'un enfant qui comprend autrement d'un autre côté, cet enfant-là excelle de ce côté-là. Maintenant, si je n'excelle pas d'un côté et je veux bien, c'est ça qu'on appelle la motivation. Je n'excelle pas d'un côté, je suis déjà conscient, je veux bien exceller, je dois réunir tout ce qu'il faut pour pouvoir exceller. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là où on ne doit pas dire qu'un enfant est nul taré. Un enfant n'est nul taré. Si l'enfant se cultive, se met au pas, peut dépasser celui qui a déjà compris au premier abord en classe. Donc, il y a un travail à se faire. Et lorsque j'aborde ce côté-là, je voudrais vous amener sur un côté. Et qu'est-ce que je veux dire? Les enfants que nous disons tarés en temps, les derniers de la classe et au-delà, sont intelligents. Parce qu'il y a ce qu'on appelle quotient intellectuel. Quotient intellectuel, il y a quotient social, affectif, émotionnel, il y a tout ça là. Maintenant, celui qui développe, celui que vous voyez très intelligent, parce qu'il allait à assimiler vite là, s'il ne sait pas faire, demain, il peut être recruté par celui qui est le dernier, parce que son intelligence est virée. Son intelligence n'est pas d'assimiler, de répéter. Son intelligence est virée dans la créativité et lui l'a créé pour pouvoir employer celui qui était son premier. Ça se passe oui, ça se passe réellement, mais bon, ce n'est pas un facteur. Donc, pour... ce que nous devons savoir, même pour les enfants intelligents que nous avons, nous devons concilier tout. Nous devons concilier tout pour pouvoir développer tous les côtés d'intelligence pour pouvoir émerger dans la société. C'est pas le fait, c'est pour ça que j'ai dit, l'échec, c'est le fait de ne pas réunir une moyenne. C'est-à-dire, on a donné un quota pour pouvoir réussir. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas réuni la moyenne pour pouvoir passer en classe supérieure. Cela ne veut pas dire qu'il a échoué sur tous les plans, non. Je comprends il ne faut pas résumer l'enfant à sa difficulté à réunir une moyenne. Ce serait trop réducteur, n'est-ce pas? C'est ce que, si je comprends bien ce que vous dites. Ce n'est pas bien cerné parce que... Pour vous, c'est qu'un enfant qui ne réussit pas à l'école qui ne réussit pas à avoir une moyenne, peut réussir à avoir la moyenne dans d'autres matières ou peut réussir à faire d'autres choses. Et donc, il ne faut pas dire que son échec sur ce plan-là est un échec de toute une vie. Oui, effectivement. Mais j'ai une question toujours concernant l'échec sur le plan scolaire. Comment on peut comprendre que dans une classe où il y a 100 apprenants, 70 échouent? Et pour prendre par exemple le cas de certaines filières à l'université, il arrive qu'après une session, on est à peine 10% de réussite. Comment on peut expliquer ce taux d'échec de 90%, de 70%, de 80%? Cet échec incombe tout le monde. L'enseignant,
les enseignants qui ont donné ce résultat, les parents et les apprenants. Comme tout le monde. Parce que si tout est suivi du début jusqu'au niveau où on a ces résultats-là, ça veut dire qu'il y a des ratés. Il y a des ratés. Lorsque nous prenons même le développement psycho-cognitif d'un enfant depuis la maison, si les parents ne savent pas ce qu'il faut faire à tel stade, et traumatiser l'enfant. L'enfant qui réunit est le dernier de la classe, vient à la maison. Il est le dernier, on le classe de côté et on ne l'aide pas à pouvoir monter. Et c'est rien que des injures. C'est rien que de mauvaises paroles à son endroit. Là, les parents ne l'aident pas. Même à l'école, il y a des enseignants qui traumatisent même certains apprenants. En quoi faisant par exemple? Si je donne un exemple, vous posez une question. L'enfant a compris autrement. C'est ce qu'il a compris qu'il a donné. Il faut partir de ce qu'il a compris pour pouvoir lui expliquer ce qui est réel. Maintenant, il a donné une mauvaise réponse. Et vous l'avez tabassé, vous l'avez traumatisé, et lui a analysé ça autrement. Est-ce que cet enfant va exceller? Cela peut se comprendre que prochainement, quand on va lui poser des questions, il peut avoir peur de répondre. C'est ça, il peut avoir peur de répondre. D'accord, merci, Monsieur Médard-Teuillon. Oui, je vais ajouter quelque chose. Oui, allez-y. Et ça me rappelle un enfant qui est dernier ou bien avant-dernier. Avant que vous ne puissiez continuer, je voudrais dire que nous ouvrons l'antenne pour les auditeurs et les auditrices qui voudront intervenir pour apporter leur contribution ou pour poser des questions. Nous remercions au passage Ricardo Abamba qui est à la technique, qui assure la mise en onde de cette émission. Je rappelle que les numéros sont le 63 91 10 91, le 63 91 10 91, le 94 43 10 30, le 94 43 10 30. Vous pouvez nous joindre sur cette émission à partir de ces deux numéros. Monsieur Médard, vous étiez en train d'expliquer quelque chose. Oui, je voudrais donner un exemple par rapport à comment nous analysons l'échec et comment accompagner cela pour pouvoir donner un meilleur résultat. Et on m'a appelé pour accompagner un enfant qui, si c'est une enfant, c'est une fille, oui. Si elle n'est pas dernière, elle est l'avant-dernière. Dernière ou avant-dernière. Elle a des répétiteurs. Le répétiteur a tout fait, rien. On m'a contacté, j'ai pris contact avec elle, j'ai fait les entretiens qu'il faut normalement et j'ai commencé par l'accompagner. J'ai constaté que effectivement le répétiteur n'était pas accepté par l'enfant. Il y avait un problème d'antipathie, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et tout ce que le répétiteur fait, ça ne donnait rien. Maintenant, j'ai analysé l'enfant dans son école. L'enfant à l'école est renfermé, pas d'amis, aucun ami. J'ai analysé ça. À la maison, ce que vous avez constaté à l'école devient autre personne à la maison. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne... Elle était comment à la maison? Avec ses soeurs et autres là, vraiment c'est une joie, elle se sent à l'aise, tout. Or à l'école, aucun ami. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai dû travailler avec elle pour décoder tout ce qu'elle avait inculqué dans sa tête.
tout ce qui est constitué des blocages, parce que les autres à l'école se moquaient d'elle parce qu'elle ne travaillait pas. Donc, elle fait l'effort, ça ne donnait pas. Ok. J'ai dit, ok, c'est à cause de ton travail, non? Tu vas travailler maintenant, si tu veux réellement travailler. Elle a dit oui. On a commencé. Elle a étonné tout le monde. Avant, Elle a fait des progrès. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque ce côté a été décodé, il n'y a plus de problème. Moi, j'ai fait mon travail et je me suis éclipsé. Et elle a évolué normalement. Elle devait avoir déjà le bac. Je l'ai décodé en classe de CM1, CM2 et tout a pris. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé à son niveau? Lorsque nous observons les choses, elle n'était pas acceptée à l'école, compte tenu de sa moyenne, de son rang en classe là. Donc, elle était stigmatisée. Donc quand elle sort de sa classe, directement c'est dans le véhicule. Je l'ai observé parce qu'il faut étudier qu'est-ce qui fait que votre enfant n'évolue pas. Et chercher le côté, travailler avec les parents. Si les parents ne jouent pas leur rôle, dites. Auditeur ou auditrice, bonsoir. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, merci de vous présenter. Alors, je m'appelle Serrault. Monsieur Serrault. Oui. Serrault, vous appelez d'où s'il vous plaît? Je vous appelle de Cotonou. Cotonou. Oui. D'accord, allez-y. Alors, j'ai suivi un peu votre émission. Oui. Et j'ai trouvé intéressant tout ce que vous dites là. Merci. Voilà, d'habitude je ne participe pas aux émissions, ça fait vraiment un bon moment, mais celle-ci, franchement, elle m'a accroché. Elle m'a accroché parce que j'ai été victime j'ai vécu quelque chose pareil en fait, dans mon enfance. D'accord. Voilà. Je vais vous donner mon cas. Oui. Cela servira d'exemple à d'autres auditeurs. Exactement. Pendant tout mon cours primaire, j'ai eu beaucoup de difficultés scolaires. C'est-à-dire quand je n'étais pas dernier, c'était soit avant-dernier de la classe. Vous me suivez? Oui. Nous suivons très attentivement. Soit dernier, soit avant-dernier. Et dès que je quittais la position d'avant-dernier de la classe, on me disait, tu as fait un effort cette fois-ci, continue comme ça. Et c'était plutôt des moqueries, quoi. Oui, frustrant, on imagine. C'était frustrant. Alors, je suis resté dans ce cercle-là et tant bien que mal, difficilement je progressais sur le plan scolaire. Jusqu'à ce que j'ai été récupéré par un parent. Ok, un membre de la famille. Oui. En l'occurrence, mon grand-père. Ok. Mon défunt grand-père. Et c'est lui qui, quand il m'a pris sous son aile, a fait fi de tout ce qui s'est passé au préalable. C'est-à-dire, il est dernier, il ne travaille pas à l'école, il n'est pas intelligent, non. Il n'a pas tenu compte de ça. Et il m'a fait asseoir, il m'a dit, tu peux le faire. Et il m'a motivé. Et je vous dis, de dernier de la classe, qui devait carrément redoubler la classe de 4e, j'ai forcé moi-même pour m'inscrire en classe de 3e. Et je vous dis, j'ai eu mon BPC avec cette année-là, avec des notes que je n'ai jamais obtenues. J'ai eu 17 en physique, j'ai eu 15 en biologie. Et je vous dis, à partir de cette époque, à partir de cette étape-là, je n'ai plus jamais à reprendre de classe, ni au collège, ni à l'université. Félicitations à vous. Oui. Aujourd'hui, je suis titulaire d'un doctorat. Ouais. Wow. C'est wow. Sincèrement. Donc, merci beaucoup. Vous imaginez un peu le dernier de la classe. Donc, je suis retourné on aurait pu tuer tout ça. Rencontrer
les mêmes enseignants, parce que ce sont les mêmes qui sont là. Oui. Ok. Quand ils m'ont vu, ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu deviens? Je dis, j'ai un doctorat, je suis docteur en tant. Ils m'ont dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Tu mens. Pour eux, Je ce n'était pense plus en fait, possible. il faut motiver les enfants, il faut leur dire qu'ils sont capables. Ce n'est pas leur dire tu es dernier, tu es bête, tu es taré, non. Effectivement, comme vous l'avez dit, il faut motiver les enfants. Il faut les pousser à se surpasser. Mon défaut à moi, c'était quoi? Jusqu'à aujourd'hui, je m'en suis rendu compte. Je n'ai pas la capacité de mémoire de bûcher les leçons. D'accord. Vous J'arrive comprenez et vous rendez dans votre propre style. Exactement. Donc, une fois que j'ai su que c'était ça mon point fort, j'ai réussi à adapter ça. C'est-à-dire, même quand il y avait une leçon à apprendre, je cherchais à comprendre une logique. Oui. Dès que j'arrivais à trouver une logique, j'arrivais à retenir la leçon. D'accord. Voilà. Merci. C'est le petit partage que j'ai voulu faire avec vous. Merci Monsieur Serrault, pour votre partage. Voilà. Je crois que c'est très instructif et c'est très illustratif aussi de ce que nous sommes en train de dire ici ce soir. Ok. Allez, merci et bonne soirée à vous. Au revoir. Merci. Merci. Ouais. Nous revenons ici, Monsieur Médard. Il y a Monsieur Serrault qui vient de partager avec nous son expérience. Et il aurait pu laisser l'école en classe de 4e parce qu'on disait qu'il est taré, mais son grand-père l'a pris, lui a donné la motivation qu'il n'avait pas, a cru en lui, et depuis, il y a un autre auditeur au bout du fil. Auditeur, bonsoir. Auditeur ou auditrice? Oui, auditeur. Bonsoir. Nous avons l'honneur à qui, s'il vous plaît? Martin Denis Abodé. Marcel. Martin Denis Abodé. Martin. Denis Abodé. Ok, Martin Denis. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? De Segbeya. Vous appelez d'où? De Segbeya. Segbeya. Ok, d'accord. Et nous vous écoutons. La vérité, c'est que je mesure son efficacité sur les grandes. Si vous élevez un peu la voix, ce sera bien. Oui, la vérité de la pédagogie peut mesure son efficacité sur un grand nombre. Ce qui compte, que notre enseignement est non pas un écho favorable sur un petit nombre, mais sur un grand nombre. En pédagogie, on parle de l'émulation. L'émulation, c'est un sentiment qui incite à mieux faire. D'accord. Mais ne pas copier. Mieux, dans une classe de catégorie d'élèves, il y a 3 catégories d'élèves. Les surdoués, les doués et les faibles. Oui. On doit faire l'institution en ce temps-là. Est-ce que c'est la faute d'enseignement ou bien c'est la faute l'institution qui a amené son élève à être partisan de son propre savoir? C'est M. Martin Denis Abodé, instituteur à la retraite. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, merci M. Martin. Nous avons compris que vous étiez en train de parler des différentes catégories d'apprenants qui se... Il y a 3 catégories. Les différentes catégories d'apprenants qui se retrouvent qu'on peut retrouver dans une classe et que la pédagogie devrait être adaptée à chaque catégorie. Oui, les surdoués, les surdoués, les faibles. Oui, et les faibles. Les surdoués, qui doivent amener un peu les plus. Et qui doit amener l'enfant à être partisan de son propre savoir. C'est à la retraite, Martin Denis Abodé. Merci beaucoup, Martin Denis. Il était en train d'expliquer que dans une classe, nous avons différentes catégories d'apprenants et qu'il devrait y avoir une entraide, en fait, entre les enfants, mais surtout, l'enseignant doit pouvoir responsabiliser et chaque enfant doit faire de chaque enfant le principal artisan de son succès.
Monsieur Meda, quelle est votre appréciation par Oui, j'adhère à ce qu'il a dit et je le remercie beaucoup. Oui, parce que dans des classes, comme il a dit, les surdoués, les forts et les faibles. Donc les forts doivent aider normalement les faibles à exceller. Mais ce qu'on constate, il y a dans certains cas, les forts se prennent. Les forts se vantent et n'arrivent pas à aider les faibles et ça constitue des moqueries pour les faibles. Donc c'est ce qu'on constate souvent. Mais c'est l'enseignant qui doit aider réellement ces forts à s'appréhender de leur rôle pour pouvoir aider leurs jeunes. Si nous prenons même des jumeaux, les jumeaux, il y a toujours un qui voit mieux sur le plan scolaire que l'autre. Plus intelligent que l'autre. Si vous, parents, vous ne contrôlez pas cela, vous risquez de créer, comment dirais-je, un conflit entre les deux. Or, vous devez les amener à composer, c'est-à-dire à s'entraider. Si l'autre a compris, celui qui comprend mieux a compris qu'il doit aider l'autre à arriver à son niveau, vous avez gagné. Mais si vous laissez cela comme ça passe. Mesdames et messieurs, nous arrivons tout doucement au terme de ce premier numéro de notre émission Tous sont meilleurs. Nous avons reçu pour vous M. Meda Adoyon, psychopédagogue. Nous avons abordé les différentes causes de l'échec sur le plan scolaire. Il ressort de ce qui a été dit ici et même par les auditeurs que l'échec des enfants n'est pas que de leur propre responsabilité. Il y a aussi la responsabilité des enseignants, la responsabilité des parents. Mais quel que soit le statut de l'enfant aujourd'hui, il ne s'agit pas de se moquer de lui, de le frustrer ou de le stigmatiser. Il faut au contraire, comme dans le cas de M. Serrault, le motiver, l'encourager, lui dire qu'il est capable de meilleur. Et ce faisant, comme M. Serrault, il pourra continuer dans ses études, il pourra exceller et devenir la personne que les parents souhaitent ou la meilleure version de lui-même. Merci à toutes et à tous. Le prochain numéro de votre émission, ce sera le mercredi prochain, même heure, même fréquence.